content d'être à l'université, de retour, c'est bien. Donc, dans une enceinte universitaire. Donc, en théorie, l'université, c'est l'endroit où on fait des recherches nouvelles et on est très ouvert. Et en réalité, on apprend que l'université, c'est l'endroit le plus conservateur qui existe. C'est là où on a eu les derniers à avoir des ordinateurs. Les secrétaires tapaient toujours à la machine à écrire. On n'avait pas d'ordinateur ni rien. Enfin, on n'est pas très en avance dans la technologie ni dans la science elle-même. Alors, je suis à la retraite depuis 1 an. Donc, j'ai beaucoup de temps maintenant pour travailler. Et j'ai été maître de conférence à l'université à Marseille, à Lumini, en physique. Et je vais vous parler d'un sujet qui me passionne énormément, sur lequel je travaille toujours. Et j'en ai 2, en fait. Enfin, j'en ai d'autres, mais bon, j'en ai 2 principaux. C'est la fusion froide et les transmutations biologiques. Bon, comme j'ai droit qu'à 18 minutes, je vais vous parler que des transmutations biologiques, c'est un peu plus court. En 99, pardon, excusez-moi, je me trompe de 10 ans. En 1799, il y a eu un chercheur français, un chimiste français qui s'appelait Vauquelin. Pour ceux qui connaissent Paris, il y a une rue qui s'appelle la rue Vauquelin à Paris, où il y a l'école de chimie d'ailleurs de Paris qui est installée là-bas. Monsieur Vauquelin avait fait une expérience incroyable. Il avait pris des poules, il leur avait donné à manger de l'avoine. Et il avait analysé la quantité de calcium et de silicium qu'il y avait dans l'avoine et la quantité de calcium et de silicium dans les excréments et les œufs. Vous me dites, pourquoi il a fait cette expérience? J'en sais rien. C'est toujours comme ça. Des fois, les gens font des expériences parce qu'ils avaient dans le tiroir le bout de fil qu'il fallait, ils ont fait ça. Mais bon, pourquoi à Marseille, on fait de la ratatouille, on prend tout ce qu'il y a dans les tiroirs, on mélange tout, ça fait quelque chose à la fin, et elle n'est jamais la même. Donc là, c'est pareil, il avait des poules, il avait de l'avoine, peut-être, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Ce n'est pas des expériences faciles à faire. Hein. C'est un chimiste de très, très haut niveau, il mesure ça, il regarde la quantité de calcium et de silicium, et il s'aperçoit que les poules produisent 4 à 5 fois plus de calcium que de calcium qu'il y avait dans la nourriture au départ, et que le silicium a baissé. Il dit, c'est bizarre, le calcium a augmenté, le silicium a baissé, mais le silicium n'a pas baissé autant que le calcium est monté. Donc il y a un problème quand même. Et il dit, il faudrait regarder quand même ce qui se passe là. Vous savez qu'en 1799, c'était l'époque de la Révolution. Il a publié ça avec le calendrier républicain d'époque. Je ne me rappelle plus le mois de l'année en question. Et pendant quelques années, ça s'est continué un petit peu. Les gens ont parlé de son expérience et puis c'est tombé en désuétude. Pourquoi? Parce qu'au même moment, vous savez tous qu'il y en a un autre qui a dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Donc on ne peut pas transformer le silicium en calcium, ce n'est pas possible. Ça, c'est du nucléaire. Il n'y a que dans les centrales nucléaires ou les accélérateurs de particules qu'on sait faire ça. Donc, normalement, un élément, il reste tel qu'il est. Hein. Le calcium reste du calcium, le silicium reste du silicium, quelle que soit la forme dans laquelle vous le mettez. Néanmoins, il y a des gens, vous savez, ceux qui savent effectivement pas faire comme il faut faire. Moi, je suis pour la désobéissance. Excusez-moi, ça, c'est un autre truc. Il faut désobéir. D'ailleurs, les grands hommes, ils ont tous désobéi. De Napoléon à De Gaulle, ils ont tous désobéi. Et après, ils ont eu leur statut. Bon, donc désobéissez. Bon, pardon. Donc, il y a des gens quand même qui ont dit, s'il a fait cette expérience, il faut voir si c'est vrai, si c'est faux. Alors, les poules, c'est pas très pratique comme système, vous comprenez? Bon. Donc, il y a des gens qui ont utilisé des graines. Il y a un certain Zundel, un Allemand, qui a fait beaucoup d'expériences avec des graines. Il a fait germer des graines, et il a regardé la composition chimique de la graine et du germe. Normalement, comme il n'y a que de l'air qui rentre, et un peu de gaz carbonique évidemment, il ne devrait rien se passer de différent. Or, il a observé lui aussi des transformations, des éléments qui se transformaient dans d'autres éléments. Ça, c'était au XIXe siècle. Hein. On ne connaissait pas encore, la théorie atomique était à ses débuts, le nucléaire, ça n'existait même pas. Donc c'était pas publié. Ces travaux-là n'arrivaient pas à être publiés parce que ça n'allait pas dans le droit chemin de la science officielle. La science fonctionne avec des dogmes. C'est comme la religion, exactement pareil. Il y a des dogmes. Si vous êtes en dehors des dogmes, vous êtes perdu, vous êtes un hérétique et vous ne pouvez pas publier dans les revues scientifiques. Quelques années plus tard, je raccourcis un peu l'histoire, il y a des gens qui redécouvrent les travaux de Zundel. Et qui disent, quand Zundel a fait plein de travaux, peut-être qu'il y a quelque chose là. Alors, il y a deux Français qui ont joué un rôle important là-dedans. C'est Pierre Barranger, qui dans les années 1950 à 1970, pendant 20 ans, il était chimiste à l'École Polytechnique à Paris. Donc, c'est quand même un centre prestigieux. Pendant 20 ans, il a fait des mesures avec des graines qu'il a fait pousser. Il a mesuré les compositions de chaque élément chimique.
il s'aperçoit qu'il y avait des anomalies quand les graines poussaient. Il n'a pas réussi à publier ses résultats, évidemment, parce que les revues scientifiques, c'est comme les journaux, hein, ils ont une ligne éditoriale. Dans un journal, vous ne pouvez pas publier autre chose que ce que le journal veut que vous publiez. Parce qu'il y a un certain lectorat, et les gens, s'ils trouvent autre chose que ce qu'ils attendent, ils ne vont plus acheter sur le journal. Donc la science, c'est exactement pareil. Les revues scientifiques ont une certaine trajectoire, et vous ne pouvez pas publier autre chose que ce qui est prévu d'être publié. Un autre personnage important, alors ce monsieur Baranger, il n'a rien publié du tout. À sa mort, ses descendants ont écrit un petit livret en récapitulant ses travaux, et il y a un petit film sur lui que j'ai, mais c'est tout ce qu'il y a. À peu près au même moment, il y a un autre monsieur qui s'appelle Kervran, mais lui, 10 ans après, entre les années 60 à 80, a refait les mêmes expériences, avec des graines aussi. Il a observé, lui aussi, mais alors, comme vous êtes familier maintenant tout ça avec la chimie, je vais vous en dire un peu plus. Il a vu que le silicium pouvait se transformer en calcium, et vous savez tous que le silicium, plus du carbone, peut donner du calcium, c'est évident ça, hein, tout le monde retrouvera ça facilement sur la table de Mendeleïev, que vous connaissez par cœur, j'en suis sûr, puisque vous êtes tous allés à l'école. Donc, silicium plus carbone donne du calcium, magnésium plus oxygène peut donner du calcium, potassium plus d'hydrogène peut donner du calcium, et c'est incroyable, ça marche bien. Hein. Or, ces éléments-là, le silicium, le potassium, le magnésium, sont des éléments chimiques dont on a besoin dans le corps humain, dans tous les végétaux, toutes les plantes, tous les organismes vivants. Donc il a écrit ces petites équations, ce sont des aberrations scientifiques, hein, ça, vous n'avez pas le droit d'écrire silicium plus carbone donne calcium. Ça, le premier chercheur normal qui est allé un peu à l'école va vous dire c'est impossible à faire ça. Mais lui il a écrit et il a observé ces variations. Et vous savez qu'en science, depuis la science moderne, Galilée en particulier, c'est l'expérience qui prime sur la théorie. Et pas la théorie sur l'expérience. C'est-à-dire, si vous faites une expérience, vous avez un résultat, et la théorie nous dit que ça ne devrait pas marcher, et que ça marche quand même, mais il faut changer de théorie, il ne faut pas changer l'expérience, parce que l'expérience, c'est l'expérience. Mais malheureusement, souvent, les gens disent, c'est pas possible théoriquement, donc c'est pas possible. Attendez, mais je l'ai fait, ça a marché. Donc, il faut quand même que c'est l'expérience qui prime. Donc, ces gens-là ont eu beaucoup de mal. Kervran a publié plusieurs livres, 5 ou 6 livres, qui sont épuisés, tous. Il y en a 4 qui ont été réédités récemment, dont un en anglais, mais il n'a pas été accepté non plus par la communauté scientifique à l'époque. Il y a eu plusieurs articles qui sont sortis dans le grand public, dans Science et Vie, il y a eu plusieurs articles sur lui, il a parlé à l'Académie d'agriculture, etc. Il n'a jamais réussi à faire sortir son idée au niveau scientifique. Ça se passe donc à la fin des années du XXe siècle. Un Japonais, Komaki, au même moment que Kervran, a fait, lui, au lieu d'utiliser, on est parti de la poule aux graines, lui, il est parti aux bactéries, c'est encore plus petit. C'est plus facile à faire des bactéries identiques que des graines identiques. Donc, il a observé la même chose avec des bactéries, lui aussi. Alors, moi, quand j'ai entendu parler de ça, curieux comme je suis, je me dis, attendez, quand même, il faudrait regarder. Moi, je suis ouvert à tout, simplement, je veux vérifier par moi-même. Je crois tout, mais quand même, je veux voir. Dès que j'ai pu le faire, j'ai fait des expériences moi-même. J'ai pris des graines de blé, c'est pas très dur à faire ça, et les graines de blé, ça marche bien. Vous mettez un peu d'eau, et ça germe. Vous mettez de l'eau distillée pour être sûr que vous ne rajoutez rien dedans. Vous comparez le même lot de graines avant et après qui est germé, et je me suis aperçu que là aussi, il y avait des anomalies. Le calcium augmentait, le silicium baissait. J'ai même remarqué autre chose, j'ai vu qu'il y avait il y a toujours des traces de métaux lourds dans tout ce que vous mangez. Je ne sais pas si c'était bio ou pas bio, mais mes graines de blé, hein, je veux dire, je ne sais plus où je les ai prises. De toute façon, il y avait des traces de mercure, de plomb, enfin pas beaucoup, vous inquiétez pas, vous n'allez pas, enfin, il y a peut-être des tas de raisons de mourir, mais peut-être pas celle-là. Et je m'aperçois que ces métaux lourds, ils ont diminué énormément au moment de la germination. On dirait que les métaux lourds ont été éliminés, en grosse partie, par un facteur 5, hein, je veux dire, pas les pourcentages, beaucoup. Alors j'ai essayé les graines d'avoine, mais alors l'avoine, faire pousser l'avoine, c'est une galère, j'ai abandonné, ça ne poussait pas. Après, je me suis lancé sur les bactéries, parce que les bactéries, c'est plus facile à les reproduire, parce qu'elles sont nombreuses et tout, on a un lot plus homogène. Pareil avec des bactéries, même chose chaque fois, silicium baisse, calcium augmente. Le problème que j'ai, c'est que, je ne suis pas chimiste, j'ai horreur de la chimie, excusez-moi, s'il y a des chimistes ici, c'est très compliqué, trop compliqué pour moi, c'est pour ça que je fais de la physique.
Et deux, je ne sais pas faire les analyses chimiques avec des tubes à essai, ça je ne sais pas du tout faire. Je ne saurais jamais, c'est trop tard pour moi aussi. Donc il y a des méthodes physiques d'analyse qu'on appelle avec des appareils de physique, hein, bon, qui coûtent une fortune. Mais enfin, vous pouvez le faire. Il y a des entreprises qui font de la sous-traitance, qui vous analysent ça en payant un peu. Donc dès que j'ai pu, j'ai essayé de refaire ces analyses. Et récemment, alors mon problème, c'est que je ne suis pas biologiste non plus, donc je ne sais pas comment on fait pousser des bactéries non plus. Donc en fait, je ne sais pas grand-chose, quand vous réalisez. Ah ouais, ça, j'ai beau dire ça à ma femme, que je ne comprends rien à la physique, elle me dit c'est pas possible, tu fais de la fausse modestie. C'est pas vrai, je ne comprends rien. Plus on avance, plus on s'aperçoit qu'on ne sait rien. Peut-être vous avez la même chose dans vos domaines, hein, d'ailleurs. Donc récemment, au cours d'une réunion un peu comme celle-là, mais il n'y avait que 3 personnes ce jour-là, là vous êtes nombreux, il y a quelqu'un qui était intéressé par le sujet et sa femme travaillait à l'Institut Pasteur. Ah là, c'est les meilleurs, ceux-là. Alors, sa femme était, quand on lui a parlé des transmutations biologiques, comme elle était dans l'Institut Pasteur, elle passe son temps en embryologie, des choses comme ça, elle s'est dit, bon, ben, ça m'intéresse, on va faire quelque chose. Le problème, c'est qu'il faut payer tout ça. Parce que les analyses que vous sous-traitez, une fois vous le faites faire par un copain qui vous le fait gratuitement, mais ce qui est gratuit, ça ne dure pas longtemps. Une fois que vous le faites, et puis la deuxième fois, ça ne marche plus. Donc il y a une société à Marseille qui s'appelle la Société des eaux de Marseille, hein, qui s'occupe de l'eau de Marseille. On a l'eau et puis le pastis chez nous aussi, mais bon, il y a beaucoup d'eau. Hein. Donc on a la Société des eaux de Marseille qui fait des analyses pour le public, pour n'importe qui, il suffit de payer, hein, c'est pas très cher, ils vous font les analyses. Donc eux, ils peuvent faire les analyses. Mais moi, je n'ai pas d'argent. Enfin, je suis chercheur, vous savez, les chercheurs sont pauvres, excusez-moi, je suis en jean, tout ça, la veste, je l'ai eu en solde et tout ça, enfin bon. Donc, les chaussures sont usées, mais c'est les plus confortables, c'est pour ça que je les garde. Et donc, il y a une femme, à un moment donné, j'ai fait des recherches sur Internet et je tombe sur la fondation Holman. Il y a eu un autre Hollandais qui, dans les années 80, a fait des expériences aussi de transmutation biologique. Il a observé des anomalies et puis il est mort. Et sa fille, Sophia Holman, qui habite en Suisse, a créé une fondation pour soutenir les gens qui voudraient faire des expériences de ce genre. Et là, il y a un avantage quand vous êtes dans un secteur très très pointu, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Évidemment, vous êtes le seul, mais vous êtes spécialiste du domaine. Donc là, dans ce domaine-là, on n'est pas nombreux. Donc, quand j'ai pris contact avec elle, je suis allé la voir en Suisse. Elle m'a dit, écoutez, nous, on a un peu d'argent, ben, pas beaucoup, même si c'est des Suisses, ils ne sont quand même pas tous riches. Et elle m'a donné un peu d'argent pour faire des mesures. Et là, donc je reviens maintenant, j'ai un peu d'argent pour faire les analyses, je reviens à tout à l'heure, enfin tout ce que j'ai dit avant. On a étudié cette femme qui habitait à Paris, à l'Institut Pasteur. Elle travaillait en embryologie. Je ne sais pas ce que c'est trop l'embryologie, mais c'est un rapport à l'embryon. Et elle travaille les embryons de souris. Bon, pourquoi pas. Elle me dit, on peut faire... je dis, attendez, la transmutation biologique se produit au moment où ça bouge. Quand quelque chose bouge, quand ça germe. L'embryon, c'est ce qu'il y a de mieux dans le genre. Là, ça bouge beaucoup. Ils sont tous après l'embryon, ça doit être important. Donc, on n'a qu'à faire étudier les embryons. Elle me dit, d'accord, on fait les embryons. Donc, elle fait développer ces embryons, elle me les envoie par la poste, elle les tue. Il faut tuer les embryons, hein, les pauvres. Enfin bon, il y en a des millions. Hein. Avec l'acide nitrique, on les tue. Elle me les envoie par la poste, je le reçois, je l'apporte. Moi, je fais juste le facteur, hein, je reçois le truc, je l'amène à la Société des eaux de Marseille. Et on va analyser. Alors, le silicium, on ne voulait pas l'analyser parce qu'il n'y en avait pas au départ. Mais potassium, magnésium et calcium. Elle me dit, on pourrait aussi regarder le fer. Après tout, pourquoi pas le fer? Voilà. On met le fer aussi. J'apporte à la Société des eaux de Marseille. Elle me dit, attendez, oh là là, le fer, on peut vous le faire rapidement. Je peux vous donner jeudi, c'est-à-dire avant-hier. Je vous donne des choses nouvelles, hein, là, ce n'est pas dans le journal encore. Et les autres, dans 15 jours. Donc, il faudra que je revienne ici dans 15 jours pour vous dire la suite. Alors, le fer, déjà, il n'y en avait pas beaucoup. On se dit, on n'a aucune chance même de voir le fer, peut-être. Et qu'est-ce qu'on voit dans les analyses? C'est que le fer a augmenté. Au moment de la croissance, de la multiplication, je ne sais pas ce qu'elles font, ces cellules embryonnaires, mais la quantité de fer a augmenté, mais d'une manière significative. C'est bien au-delà des erreurs possibles. Alors là, j'étais très encouragé parce qu'on dirait que la vie, elle fait de la transmutation nucléaire. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas que de la chimie, comme on croit, elle fait aussi du nucléaire. Alors, vous croyez que je suis le seul à travailler dans ce domaine? Non, on est deux, en fait. C'est pour ça qu'on a nos réunions annuelles de spécialistes de la transmutation biologique. Il y a un Ukrainien qui s'appelle Vladimir Vysotsky, qui travaille aussi dans le même sujet, qui travaille sur la fusion froide.
Il a mon âge aussi, donc c'est un âge qui est très bon. On est en 1946, c'est une très bonne année, juste après la guerre. Les graines étaient bonnes, elles n'avaient pas servi pendant des années. C'est pour ça qu'elles sont bonnes après la guerre. Et il travaille dans le même domaine que moi. Et il a fait des expériences. Lui, il a montré qu'avec des bactéries, il transformait le manganèse en fer. Le manganèse, vous savez tous, le tableau de Mendeleïev, je vous le dis à l'envers parce que vous n'avez pas l'habitude dans ce sens-là, mais dans l'autre sens, manganèse, fer, c'est juste à côté. Vous le mettez dans votre sens que vous connaissez mieux. Manganèse, fer, c'est juste à côté. Si vous mettez un hydrogène dans le manganèse, si vous y arrivez, il va se transformer en fer. Et c'est ce qu'il a observé. Alors, comme il habite en Ukraine, il a une chance terrible, c'est qu'il a Tchernobyl à côté. Ah ben oui, il faut prendre l'opportunité qu'il y a. Donc lui, il s'est dit, je vais regarder la radioactivité. Vous savez qu'un des éléments très embêtants en radioactivité, à Fukushima, ils en profitent en ce moment, c'est le césium-137 qui est radioactif et qui a une durée de vie de 30 ans. Donc il a mis ces bactéries avec du césium-137, qu'il a facilement là-bas, c'est pas cher, le césium-137, vous en trouvez tous les jours. Donc il met un peu de césium-137 et qu'est-ce qu'il voit? Au lieu que ça diminue en 30 ans, ça diminue en 1 an. Il a accéléré la destruction du césium-137 d'un facteur 30. Donc voilà, c'est un sujet qui est absolument passionnant. On n'est que 2 à travailler dessus, donc là vous avez la moitié d'équipe mondiale qui est présente devant vous. Donc c'est rare d'habitude, vous n'avez pas cette chance-là, c'est quand même 50%. Et c'est un sujet qui est plein d'avenir parce qu'il a des implications extrêmement importantes. Par exemple, il vous faut du fer dans le sang. Est-ce qu'il faut manger du fer, des clous pour avoir du fer dans le sang? C'est pas sûr, peut-être qu'il faut autre chose. Est-ce que pour avoir du calcium dans les os, quand vous décalcifiez, il faut manger des yaourts? Peut-être pas, c'est peut-être du silicium qu'il faut prendre. Et il y a des tas d'exemples qui montrent que c'est du silicium qui est mieux que le calcium pour la décalcification. Pour l'agriculture, qu'est-ce qu'on met dedans? Dans la terre pour que ça pousse, les éléments qu'il faut. Donc c'est un sujet qui est très très important pour l'avenir de l'humanité en général. Et on est très peu à travailler dessus parce que les gens vous disent c'est impossible à cause de la théorie. La théorie dit vous ne pouvez pas faire fusionner du silicium et du carbone, c'est pas possible. C'est trop. Les deux sont positifs, les noyaux vont se repousser, mais ça se passe. On l'a mesuré, nous. Et non seulement ça, Vysotsky, mon collègue ukrainien, lui, il a regardé isotopiquement, c'est-à-dire les isotopes, c'est les compositions, le nombre de neutrons qu'il y a dans un atome et tout, et il montre qu'il y a des anomalies. C'est pas la même composition ce qu'il obtient. Donc il se passe vraiment quelque chose. Et je pense consacrer le restant de mes jours, je ne sais pas combien de temps il va me rester, mais à travailler sur ce thème-là et celui de la fusion froide. Voilà, si vous êtes intéressé, vous pourrez me voir après, on en rediscutera et je vous donnerai quelques tuyaux. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.